Bonjour à tous et bienvenue dans Eco & Co, votre magazine de l'économie. Cette semaine, nous allons faire le grand écart entre la tradition culinaire bretonne et les nouvelles technologies. Si la crêpe est l'une des images emblématiques de la Bretagne, on le doit en partie à Jean Bossert. Fondateur de la marque Krampus, cet électricien est par hasard tombé dans la fabrication de crêpières à la demande de sa famille. Depuis 60 ans, la société s'est diversifiée avec une gamme de produits aussi bien destinés aux professionnels qu'aux particuliers. Krampus a su s'adapter aux différents marchés. De la crêpe à la plancha, c'est dans notre rubrique In situ. Après le reportage, Samuel Petit, journaliste économique au Télégramme, reçoit son invité Gilles Lacquignoux pour nous parler de nouvelles technologies. Il sera question d'applications pour iPhone. Pour l'heure, on prend la direction de Plugufan dans le sud Finistère. Depuis 1949, la société Krampus, qui veut dire crêpe en breton, a su imposer sa célèbre plaque en fonte dans les crêperies bretonnes, mais aussi chez les particuliers. À gaz puis électrique, les machines se sont diversifiées puis exportées à l'international. Aujourd'hui, la marque est présente dans plus de 130 pays, une réputation qui n'est plus à faire pour le leader mondial de la crêpière. D'une simple plaque en fonte placée dans l'antre d'une cheminée aux crêpières sophistiquées d'aujourd'hui, la marque Krampus a réussi à perpétuer la tradition de la crêpe en Bretagne. En 60 ans, la société s'est adaptée à nos modes de consommation. En 1972, 3000 crêpières sortent de l'usine Poudreuzic. Aujourd'hui, à Plugufan, tous les ans, près de 53 000 biliques sont fabriquées et assemblées sur le site dirigé par Serge Kergoat. Nous sommes au cœur de l'usine, sur la ligne de montage des produits professionnels, où nous montons donc les crêpières professionnelles et les gaufriers en particulier. Notre cœur de métier, c'est de la fabrication des matériels de cuisson prêts à brancher. Aujourd'hui, les crêpières sont encore majoritaires dans notre activité, mais d'autres produits tels que les gaufriers prennent aussi de l'importance. Ce qui fait que nous sommes la référence mondiale des crêpières professionnelles, c'est la qualité de nos produits, encore une fois, qui tient à la conception. De ces produits, à la sélection des matières premières et des composants que nous assemblons pour fabriquer ces produits. Pour s'adapter au marché et diversifier sa gamme, Krampus se dote d'un bureau d'études et décide de s'attaquer aux produits grand public en 1997. Le pari est osé mais payant, les ventes explosent, en peu de temps l'usine se modernise et s'agrandit. Des produits brevetés par Krampus confortent sa place de leader dans le secteur de la crêpière. En 2000, l'usine s'installe sur le site de Plugufan. Il faut avancer au rythme des carnets de commandes. Ça fait 11 ans que je suis dans l'entreprise Krampus. Et effectivement, j'ai connu avec des machines assez manuelles. Et on ne pouvait plus produire comme on le fait maintenant avec ces machines-là. Donc il a fallu se moderniser. Une modernisation nécessaire car la société vise d'autres marchés. En 2001, la marque bretonne rachète une entreprise belge spécialisée dans la fabrication de gaufriers. Dans la foulée, les planchas font leur apparition sur les chaînes de production de l'usine. Elles s'orientent du coup naturellement vers le secteur de la petite restauration, en nette augmentation face à la restauration traditionnelle. La petite restauration et la restauration rapide, c'est clairement pour nous notre cible privilégiée parce que c'est le seul segment de la restauration au niveau mondial qui soit en croissance. On l'a vu en 2009, c'est un segment qui n'a pas connu de crise. Et on le voit d'ailleurs au travers de notre croissance de chiffre d'affaires en 2009 qui est très positive justement parce que portée par la petite restauration et restauration rapide. Pour nous, il faut rappeler qu'on fait des produits prêts à brancher avec des prix, on va dire, relativement compétitif sur le marché. Donc je pense que cet amalgame de choses liées à la tendance du marché de la petite restauration vis-à-vis du consommateur, et puis donc un fabricant comme Krampus, je pense que ce développement est fortement lié donc avec les ventes de nos produits. Il faut dire que les investissements dans la petite restauration sont moins élevés qu'en restauration traditionnelle. La crêpière haut de gamme chez Krampus avoisine les 500 € quand il faut plusieurs dizaines de milliers d'euros pour une cuisine traditionnelle. Autre avantage de ce marché, dans le secteur des crêpes, le coût de la matière première est peu élevé comparé aux tarifs pratiqués. Les retombées sont doubles pour la marque. La crêperie explose et par ricochet, le grand public s'équipe. Une crêpière d'entrée de gamme ne coûte que 45 €, mais bénéficie du savoir-faire Krampus.
Crampouze est connu pour faire des matériels de qualité, des matériels de cuisson de qualité, et on avait toute légitimité à aller sur le marché grand public avec notre savoir-faire professionnel. Alors on reste toujours dans notre cœur de métier qui est la fabrication de matériel de cuisson prêt à brancher. Maintenant il est vrai qu'on a acquis un très fort savoir-faire en 60 ans et qu'on applique ce savoir-faire à d'autres gammes, d'autres matériels de produits que la crêpière, que sont les gaufriers, que sont les planchas, que sont les grilles et d'autres encore à venir. Entre 2006 et 2009, une cinquantaine de nouveaux produits sont commercialisés. Si la crêpière reste le fonds de commerce de la société, elle souhaite s'orienter vers un secteur plus large, celui de la petite restauration. Avec son savoir-faire et ses 38 salariés, Crampouze se lance sur un marché porteur en France, mais aussi à l'étranger. On a vu qu'aujourd'hui, on avait une casquette, si je puis m'exprimer ainsi, très crêpière. Ce qu'on veut faire de la marque Crampouze aujourd'hui au niveau des années à venir, c'est de développer justement et de développer la marque et de faire entrer Crampouze dans le monde des marques au niveau du grand public. Donc vraiment, ça passera par de l'innovation, ça passera par des produits séduisants, du design, et ça passera par de la communication, bien entendu. Donc on va étoffer nos gammes et on va le dire. En moins de 10 ans, Crampouze a plus que doublé son chiffre d'affaires qui avoisine aujourd'hui les 7 millions d'euros. D'ici 2013, l'objectif est d'atteindre les 13 millions d'euros. Présente dans la grande distribution et les circuits spécialisés, la marque finistérienne va inonder le marché français et mondial. La société est présente dans plus de 130 pays. Car quoi qu'il arrive, les blinis, pancakes, gaufres ou autres crêpes auront toujours besoin de chaleur pour laisser exploser leur saveur. Pour info, la marque n'hésite pas à se déplacer. En février, elle sera présente sur un salon à Dubaï. Place maintenant à l'interview de la semaine. Bonjour Samuel. Bonjour Christophe. Après les crêpes et la chandeleur qui approche, on va passer aux nouvelles technologies avec votre invité, Gilles Aquignou, et on va parler notamment de l'iPhone. En effet, on va parler du fameux téléphone portable d'Apple. Vous savez que c'est un succès mondial, ce téléphone portable. Il s'en est vendu 30 millions sur la planète depuis son lancement et 2 millions en France, rien que l'an dernier. Imaginez que lors des fêtes, Orange a vendu 3/4 de ses forfaits équipés de ce téléphone. Ce succès de ce téléphone, on le connaît. Celui qu'on le connaît moins, c'est le succès des applications qui servent à utiliser ce téléphone. Il y en a 120 000 maintenant, des jeux, des logiciels de gestion, mais aussi des gadgets comme ce petit simulateur de flamme de briquet à utiliser dans les concerts. Derrière ces applications, il y a des inventeurs, professionnels ou non. Et à Plouisy, près de Guingamp, Gilles Aquignou a créé sa société baptisée Big Papou. Il développe des applications pour iPhone. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous en êtes arrivé de l'informatique, vous étiez informaticien à l'origine, au développement pour Apple ? Je suis effectivement informaticien depuis très longtemps, puisque j'ai 42 ans et je suis tombé dedans quand j'étais tout petit, j'avais 15 ans. Et depuis cet âge-là, j'ai toujours eu envie de développer des applications pour les ordinateurs. Donc ce que j'ai fait, j'ai créé une société en 98, que j'ai revendue l'année dernière, pour recréer une nouvelle société où là, maintenant, je suis seul. Et je développe effectivement, je conçois des logiciels, des applications, c'est le terme qu'on utilise pour les petits logiciels qu'on installe sur l'iPhone. Des applications donc pour ces téléphones portables. Comment on devient développeur pour Apple? C'est Steve Jobs, le patron d'Apple, qui vous a téléphoné? J'aurais bien aimé qu'il m'appelle, mais pour l'instant ça s'est pas présenté. Non, j'avais tout simplement déjà un iPhone. Quand il a fallu que je choisisse effectivement pour ma nouvelle société quel créneau j'allais choisir, l'iPhone s'est présenté à moi de manière naturelle. J'avais envie effectivement de toucher à cette nouvelle technologie qui arrive et qui est vraiment passionnante. Donc aujourd'hui, vous avez créé, je crois, 6 petits logiciels. Vous pouvez peut-être nous en présenter un ou deux? Alors j'ai créé, il y a 4 logiciels qui sont déjà en vente effectivement sur l'App Store, qui est donc la plateforme sur laquelle on peut acheter ou télécharger des applications, et 2 autres applications qui sont en cours de développement, dont un jeu. Les applications que j'ai développées aujourd'hui sont plutôt des applications au grand public. J'ai une première application pour les navigateurs, les marins, qui permet à un marin d'avoir dans sa poche la signification des fanions de navigation. Et je peux citer autrement une application aussi de gestion de course, donc qui permet à l'utilisateur d'avoir dans sa poche sa liste de courses, faire ses courses donc dans le magasin, et au fur et à mesure qu'il prend donc ces articles, il coche sur son iPhone, et ça lui permet de décompter tout ce qu'il a, et puis
de passer à la caisse une fois que c'est terminé. Et il y a une communauté derrière cette application qui permet, quand on crée des nouveaux articles, l'utilisateur crée de nouveaux articles, qui permet de partager avec les autres utilisateurs de cette application dans le monde les nouveaux articles qu'on a créés. Donc la base évolue toute seule. Si je comprends bien, vous êtes à peu près libre de faire ce que vous voulez. Vous avez dû payer quelque chose à Apple. Comment on devient développeur comme ça? Alors, il y a ce qu'on appelle une licence de développement qu'on paye à Apple. Ça coûte cher? Une centaine de dollars à peu près, donc c'est pas une fortune. Hormis l'équipement informatique, un ordinateur qu'il faut quand même acheter, c'est tout l'investissement qu'il y a à faire. Et avec cette licence-là, on a donc un accès à toute la documentation d'Apple et aux outils qui permettent de développer ces applications. Et ensuite, ça prend du temps de développer le logiciel de liste de courses, par exemple? C'est du travail? Ça représentait 2 mois de développement à peu près. Il faut pas, moi je me suis donné comme objectif de ne pas dépasser 2 mois de développement, sinon après ça devient, il faut en vendre énormément pour rentabiliser l'affaire. Alors justement, est-ce qu'on peut vivre en vendant des applications de ce genre-là? Combien ça se vend, combien on gagne? Alors les applications se vendent pas très cher, mais on est sur un marché de masse. On a, vous disiez tout à l'heure, 40 millions d'iPhone, plus les iPods qui permettent aussi d'utiliser ces mêmes applications. Donc on est sur un marché de masse, donc il faut en vendre beaucoup, mais le nombre d'utilisateurs est aussi conséquent. Donc le coût, même s'il n'est pas élevé, une application peut se vendre, on va dire, 1 ou 2 euros, mais rapporté à plusieurs centaines de milliers potentiellement d'utilisateurs qui peuvent la télécharger, ça peut représenter des sommes. Et ça fonctionne puisque je crois qu'il y a eu près de 3 milliards d'applications qui ont été vendues, quoi. Donc il y a un potentiel derrière. 3 milliards d'applications téléchargées. Parce qu'il y a des applications gratuites et des applications payantes. Ouais. Et vous-même, ça démarre bien? Vos logiciels sont en vente depuis quelques semaines, quelques mois, oui, ça démarre? Oui, depuis 3 mois, ça démarre plutôt bien. Et j'ai des projets, notamment de jeux, sur lesquels je suis assez confiant. Et pour en vivre, il faut en vendre combien? Je pense qu'il faut, dans mon cas, j'ai fixé 150 applications par jour. Alors ça peut paraître énorme, mais à nouveau, comme je dis, on est sur un marché de masse. Alors, Apple va visiblement proposer un nouveau produit d'ici quelques semaines ou quelques mois, une tablette. Pour vous, derrière tout ça, il y a un développement, il y a du potentiel avec ce nouvel outil? Il y a du potentiel si effectivement cette tablette sort, puisqu'il y a beaucoup de buzz, comme on dit dans le jargon informatique, autour de cette hypothétique tablette. Il y a de grandes chances qu'elle sorte. Il y a beaucoup d'informations qui circulent autour de cette tablette. Personne ne l'a vraiment vue, mais effectivement, elle doit sortir. Il doit y avoir des annonces faites dans les prochaines semaines, avant la fin du mois. Et c'est un produit, s'il sort, qui permettra effectivement de développer de nouveaux types d'applications, notamment des applications peut-être plus professionnelles, pour des commerciaux par exemple. D'accord, bon, on attend les prochaines annonces de Steve Jobs. Merci Gilles Aquignou, merci Samuel. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission d'Eco & Co. Salut!